Salut les permas, donc comme tous les mois, nous voici dans la rubrique Le potager mois par mois. Alors on va parler du mois de décembre. Il est loin d'être le mois le plus actif au jardin. Il annonce les festivités à venir. Les températures continuent de diminuer. Pour beaucoup, le feu est allumé dans la maison. Les réserves de bois sec assurent au foyer une chaleur douce et diffuse. Les feuilles des arbres continuent de tomber. Les premiers gels au potager ont fini par dégrader entièrement les plantes de la saison passée. Mais il fait froid. Par quelques journées ensoleillées, trouvons le temps d'aller dehors faire quelques travaux bien utiles et voyons ensemble lesquels. Déjà, commençons par le potager. Beaucoup conseilleront de tout nettoyer, remettre à propre de partout, arracher, biner, aseptiser, etc., retirer les plantes malades. Moi, pour ma part, je me contente de laisser agir le froid. Il va considérablement réduire la végétation en partie aérienne. Ensuite, j'y passe un bon coup de broyeur par-dessus et je laisse sur place. Pour broyer, rien de plus simple. J'ai acheté, voilà quelques années, un rotophile thermique qui consomme moins d'1 litre par heure. Avec lui, j'entretiens tout le domaine. Aussi bien avec une lame pour broyer les ronces un peu plus solides, et faire du broyat qui va nourrir le sol, que de broyer la tonte, par exemple, avec le fil. Je fais ce travail de broyage 2 fois par an. Pour la démarrer, rien de plus facile, hein. On met sur on le contacteur de poignée. C'est pour couper la machine. Cette machine a 2 fragilités. La première, c'est le bouton de gâchette ici là. À force de s'en servir, ce bouton il va sauter. Mais c'est pas trop grave. En fait, ce bouton, il sert juste à bloquer la machine à mi-régime. Donc s'il n'est plus là, il suffit juste d'ouvrir et d'enlever la petite partie qu'il y a à l'intérieur. De toute façon, la machine est garantie pendant 5 ans sur le point de vente, plus 5 ans d'usine, ça fait 10 ans. Je l'ai déjà fait changer une première fois et la deuxième fois quand il a sauté, j'ai fait la modification. Là, il y est parce que je l'ai collé en fait à l'intérieur. Ensuite, la deuxième fragilité, c'est quand on monte une lame à broyer comme ça, il faut vraiment éviter de venir taper sur des cailloux ou de bourrer dans le sol. Elles sont légèrement incurvées, on a facilement on arrive à rentrer dans le sol. Et après, le problème, c'est que ça casse cette pièce-là. Voilà, c'est le coupleur. Le coupleur, il pète en fait. Parce que la puissance du moteur est transmise dans l'arbre. Et en fait, vu que la lame est bloquée, tac, ça saute à ce niveau-là et ça se casse. Et ça, c'est pas une pièce qui est prise en garantie parce que c'est, d'après l'usine, une mauvaise utilisation de l'appareil. Donc voilà, pour le démarrer, rien de plus simple, hein. On met sur on pompe la petite pompette qui est là, on la pompe une dizaine de fois. On met le starter en position en haut. Voilà, la machine est en route. On enlève le starter. On a un bon harnais là. Voilà, ça c'est un harnais confortable. Je peux bosser pendant plusieurs heures avec. Je vais couper la machine avec une lame. Je vais faire à peu près 150 mètres carrés, voire 200. Et avec le rotophile, je vais pouvoir faire presque 300 mètres carrés de l'heure. Le rotophile, c'est-à-dire avec le fil, je vous ai montré tout à l'heure, il est bien plus adapté pour couper de l'herbe. C'est-à-dire, par exemple, une zone comme celle-ci là. Ça, c'était une zone qu'en herbe, parce que j'ai fait des cultures. Pour casser et pour couper. Vous voyez, c'est des piquants en fait, c'est des mûriers sauvages. C'est ça. Là, par contre, il vous faudra une lame. Donc la lame à broyer qui est juste là. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe. On a le harnais, hop, terminé. Là on va aller voir comment ça se passe. Donc ça, les herbes qui sont là, c'est ce qui a repoussé de l'année. Ça c'est la pousse de l'année ça. On fait chauffer un peu la machine. Voilà, c'est parti. Voilà, on va couper la machine. Alors, le gros avantage de broyer, vous voyez, c'est qu'il reste en fait un broyat. Et ce broyat, pendant tout l'hiver, il va se digérer par le sol. Et moi, vous voyez, toute cette parcelle-là, c'est là où j'ai cultivé mes pommes de terre.
J'ai eu une très belle récolte, j'ai eu entre 1,4 kg et 1,5 kg au mètre linéaire, sachant qu'en plein champ, ils ont tourné entre 800 g et 900 g au mètre linéaire. Donc voilà, je fais ça une fois par an au niveau de l'hiver, en fait juste avant l'hiver et à la fin de l'automne, quand on attend les glaces persistantes. Comme ça, ça va rester le plus longtemps possible au sol. Et après, au printemps, je vais venir simplement vers le mois de mai avec le rotofil pour mettre juste un petit coup au niveau du verger principalement. Donc avec cette machine, il faut y aller cool. Il ne faut pas trop se prendre la tête, il ne faut pas taper trop fort, il ne faut pas taper par terre. On a tendance à faire ce mouvement-là. C'est pour ça que j'ai opté pour ce type de guidon et pas la machine qu'on porte dans le dos. La machine qu'on porte dans le dos, avec un bras, elle est pratique pour faire du rotofil. Mais par contre, pour venir broyer et mettre des coups, c'est beaucoup mieux d'avoir ces deux bras, quitte à accompagner un peu avec le corps, plutôt que d'avoir juste la main. J'ai pu essayer les deux. Hein. Donc celle-là, je trouve le plus pratique à l'utilisation, surtout que le poids est axé par derrière. Voilà, avec le harnais qui est confortable, on ne porte pas vraiment énormément le poids. Ben, pour moi, je vais continuer. Donc je vous dis à tout de suite, une fois que j'ai continué de broyer, et puis on se retrouve dans quelques instants. Je fais ce travail de broyage 2 fois par an, une fois juste avant l'hiver et une autre fois au printemps. Ensuite, j'ajoute mes apports de matière organique au potager. Pour le petit plan d'ailleurs, je pense que dans une prochaine vidéo, je présenterai ce broyeur qui, avec le recul, en fait, était une super affaire et il se vend encore. Concernant ce petit broyeur thermique, j'ai fait confiance à la marque chez PAC qui garantit donc ces outils 5 ans plus 5 ans, donc ça fait 10 ans de garantie pour 100 balles. J'ai déjà apporté 2-3 fois en réparation et en plus il me fait le boulot de plusieurs hectares par an. Donc voilà, si vous avez besoin d'investir dans ce genre de matériel, moi je vous conseillerais cette marque qui me semble pas mal au niveau fiabilité et surtout utilisation. Bon voilà, c'est que mon avis personnel, je ne suis une fois de plus pas sponsorisé par la marque. Bon, comme vous le voyez en image, je remets tout à plat ici au potager. J'ai pris soin de noter où étaient installées les précédentes cultures pour faire des rotations au potager. Éviter de taper toujours les mêmes matières nutritives et minéraux. C'est bien de faire des rotations, comme ça équilibre un peu. Je laisse reposer après avoir tout réduit pendant une quinzaine de jours. Avant les grands froids de l'hiver surtout, avec les pluies du moment, l'azote ainsi dégagé a facilité à rentrer dans le sol plutôt que de s'évaporer. J'ai aussi préparé des stocks de broyat avec le broyeur thermique. Là aussi je vous ai fait une petite vidéo pour le compromis que j'ai trouvé. Celui-ci me procure plusieurs dizaines de mètres cubes de broyat par an. Et là aussi je ne suis pas sponsorisé, mais je trouve que l'appareil est fort utile. Ensuite, quoi faire? J'entretiens les en cette période. C'est idéal pour tailler. Cela me donne pas mal de matière à broyer sous forme de BRF ou de broyat que je mets directement au potager pour l'hiver. Ça va se dégrader au fil de la saison et nourrir le sol. Au printemps, j'ajouterai de la tonte et du paillage comme vous avez pu le voir tout au long de la saison dans mes vidéos passées. C'est aussi la bonne période pour aérer le sol, pour faire entrer un peu cette matière organique et faciliter leur digestion par les auxiliaires. Un coup de grelinette. Le sol est humide, frais et souple. C'est le moment idéal de lui apporter ses soins. Car il restera ensuite au repos jusqu'à la saison prochaine. Les glaces passeront par-dessus, apportant avec elles une bonne dose d'azote aussi. Vu qu'on chauffe, on peut étaler la cendre de bois. La cendre naturelle. N'étalez pas vos cendres de bois si vous cramez du bois de palette traité par exemple. Ceci aidera le potager avec une bonne réserve de potasse. Par petites couches qui s'intégrera au sol petit à petit au fur et à mesure de l'hiver et des pluies qui vont le rincer. À savoir qu'il est très important d'avoir une bonne dose de potasse dans vos sols. Profitez des cendres. Revaloriser les déchets. La potasse favorise le développement des organes de réserve, comme les tubercules, les racines et les fruits, ainsi que la coloration des fruits, pour avoir une belle couleur pétante et pétillante, mais aussi des fleurs, tout en rendant les végétaux plus résistants aux maladies. La potasse est un élément incontournable dans la qualité des produits, puisqu'il donne le goût sucré aux fruits, comme pour les tomates, les poivrons ou les physalis par exemple. Mais il permet aussi d'accumuler les sucres sous forme d'amidon dans les tubercules, les grains et les racines. La potasse aide aussi les tiges des plantes à rester rigides. Donc gardez vos cendres et étalez-les au jardin. Je reviendrai plus tard dans une vidéo plus détaillée sur l'intérêt de la potasse au jardin. Dans la série Prendre soin des plantes avec les petits persos animés. On peut aussi couper du bois, qu'on mettra en tas pour qu'il sèche l'an prochain au soleil. Sachez aussi que pour le bois, ce qui lui permet de sécher le mieux, ce sont aussi les pluies qui vont rincer bien sûr les sèves. Donc il est bien de le faire maintenant et de laisser la pluie agir tout l'hiver et le soleil ensuite le sécher pendant l'été. Bon, j'ai fait des vidéos spéciales bois que vous pouvez retrouver directement dans la playlist. En cette saison, l'élagage est une activité presque permanente car les arbres supportent bien la taille en cette période de l'année. On va aussi rentrer tous les tuyaux d'irrigation pour éviter qu'ils ne gèlent, ou mettre les canalisations en gel en les vidant.
Pensez aussi à vos chauffe-eau solaires si vous en avez. Nettoyez les outils et les entreposez pour l'hiver. Vérifiez les bassins, nettoyez un peu de partout comme ça pour faire propre. Évitez les dégradations par le froid et retrouvez tout en place au printemps. Il y a de moins en moins à manger dehors pour les oiseaux. Moi je leur installe en plusieurs points des réserves de nourriture que je fais moi-même et que je suspends. Ou même, il m'est arrivé d'en acheter dans le commerce, c'est une balle de graines qui coûte en général de 60 centimes à 1 euro. C'est des graines faites avec de la graisse. Moi je prends du saindoux, je mets des petites graines, j'achète à 1 euro ou 2 euros le paquet, je fais 40 boules quoi. Et je les suspends dehors. Quel spectacle de voir tous ces petits oiseaux venir se rassasier juste devant nous. J'ai aussi installé des nichoirs confortables pour que certains puissent passer l'hiver. Bien que la plupart migrent, d'autres restent et se retrouvent ainsi à l'abri. Au niveau du potager, on récoltera au fur et à mesure des besoins les topinambours, qui sont délicats à conserver. Ils se mettent tout de suite à devenir mous. Ou si comme moi vous les prenez pour en faire des semences pour l'an prochain, là vous pouvez tout prendre à une fois et les mettre à l'abri de la lumière dans une pièce fraîche, comme pour faire les plants de pommes de terre. Les betteraves qui craignent le gel doivent être récupérées et certaines salades vont être protégées avec une cloche opaque et un voile non tissé contre le gel. Voire mieux, carrément dans un petit tunnel d'hivernage. Pareil pour certains jeunes arbres fruitiers. La pose d'un voile évite au gel de lui occasionner des dégâts. Un rouleau de toile suffit pour plusieurs arbres, il ne coûte que quelques euros. Il peut se récupérer d'une année à l'autre pendant plusieurs saisons. On peut poser quelques paillis au pied des légumes les plus sensibles pour les aider à lutter contre le froid et éviter aux racines de geler. Si comme moi vous avez cultivé du tabac au jardin, bien qu'il supporte assez bien le froid, les températures souvent négatives actuelles, de nuit, vont commencer petit à petit à le détruire. Il vous faut donc le récupérer sur le pied et mettre les feuilles à sécher, ou alors sécher directement le pied dans un coin de la maison. En quelques jours, vos feuilles vont sécher facilement. Moi je les suspends là, ils ne prennent pas trop de place, à côté du tube de poujolat du poêle. Pour prendre le moins de place possible, moi je les fais sécher sur une petite corde avec le pied. Regardez aussi au jardin, il reste beaucoup de semences à récupérer, surtout des fleurs et des aromates, elles sont enfin prêtes. Je les récupère et je les pose quelques jours sur le modem, je vous ai montré l'astuce. Elles vont sécher facilement et ensuite je les stocke au sec. Il est encore temps de séparer les aromates comme la menthe, la ciboulette ou la citronnelle, etc. Mettre en place des boutures, avec les tailles dans un coin de la maison, dans un petit godet ou avec du terreau, dans un verre d'eau, proche d'une fenêtre, ils prendront racine et seront prêts à repiquer au printemps. Vous pouvez aussi bouturer toutes les essences de bois dormant. C'est le bon moment pour mettre à blanchir plusieurs légumes comme les endives, les cardons, l'escarole, le pissenlit, la chicorée, le céleri. Faire blanchir en fait consiste à priver le légume de lumière, et donc de chlorophylle, afin que sa couleur devienne plus blanche à jaune, et le rendre ainsi moins amer. Soit en le déposant en silo à la cave, en posant une cloche opaque, ou en les liant et en les emballant directement au potager. Vérifiez quelle est la meilleure technique en fonction des légumes que vous souhaitez faire blanchir. Il existe plein de méthodes différentes en fonction de la culture que vous menez. On peut aussi créer des couches chaudes au potager en utilisant du fumier frais. Avec une bêche dans un coin du jardin, faites une petite table de 30 cm de profondeur, réservez la terre extraite, posez une couche de 30 cm de fumier frais, bien arrosé qu'on recouvrira ensuite de la terre qu'on a extrait. On plombe avec le dos du râteau légèrement et on sème directement dedans. Les semis seront à l'abri du gel via la chaleur dégagée, en dessous, par la mise en décomposition du fumier ou toute autre matière organique fraîche, comme du broyat de la tonte mélangée, pareil ça monte en température. On peut aussi mettre un petit châssis par-dessus qui ne craint pas le gel, on gardera encore mieux la chaleur. Bien orienté sud et pourquoi pas, au côté nord, poser quelques briques réfractaires pour isoler encore plus, ou une plaque de polystyrène. Cela permet de continuer de cultiver plus tard des légumes qui, dehors sans protection, n'en auraient pas grand-chose. Par exemple, prendre quelques semaines d'avance pour les radis ou les carottes d'hiver. On va récolter aussi les carottes, les choux, poireaux et salsifis au fur et à mesure des besoins, en évitant qu'ils ne se gâtent au jardin ou qu'ils ne soient dévorés par les rongeurs. Faut surveiller comme de l'huile sur le feu, en y passant tous les jours, jeter un œil. On peut buter aussi ce qui reste en poireaux, fèves et petits pois pour ceux qui en ont mis au jardin. On va semer sous abri des graines de brocoli, des échalotes grises, de ciboule et d'estragon, de persil, de cerfeuil, de poireaux, de carottes, de salsifis, des choux de printemps et choux-fleurs, le cresson à les noix, la laitue, le persil. Ça nous fera plein de petits plants repiqués plus tard dans la saison. On continue sous abri les cultures de radis ou de salades d'hiver. Semez également en pleine terre les graines d'asperges, pourquoi pas sauvages qu'on appelle l'ornithogale. D'ailleurs j'en ai envoyé plusieurs petits paquets aux tipeurs. C'est le bon moment pour eux de les installer, soit en pleine terre, soit en bac ou godet. Mais on peut aussi semer les graines d'asperges blanches et vertes et se lancer dans la culture de griffes. C'est assez long,
Mais au prix qu'on les achète, ces griffes, c'est quand même assez intéressant. À ce sujet, j'ai déjà fait des vidéos assez complètes sur les asperges vertes et sauvages que j'ai ici et que je cultive. On peut mettre des graines d'échalote en extérieur aussi qu'on repiquera plus tard sous forme de bulbes. C'est toujours plus intéressant économiquement parlant que d'acheter à chaque fois des plants et des bulbes. Dans la même idée, comme je le disais, on lance les semis sous abri de choux cabus d'été, de choux brocoli et de choux-fleurs de printemps. Ça fera des plants repiqués au printemps. Planter ou repiquer l'ail, l'échalote, les laitues, la mâche et même le thym. L'estragon, la ciboulette comme on le disait. Pour ceux qui résident dans le sud, principalement. Pour eux également, les petits pois pour une récolte précoce. On peut aussi semer de la rhubarbe. C'est vrai qu'en décembre, il y a moins de choses à faire, mais quand même, on arrive bien à trouver quelques petites activités bien utiles. Faites l'inventaire de vos semences et commencez à faire des échanges pour compléter vos collections pour la saison prochaine. Vérifiez aussi vos stocks, pommes de terre et retirez les germes, comme le mois dernier. Côté potager, je pense qu'avec tout ça, on a de quoi faire. Allons maintenant nous intéresser aux petits fruits, fruitiers et vergers. En ce moment encore, il est temps de planter, avant les gels, des tonnes d'arbres fruitiers et arbustes ou petits fruits. Il y a beaucoup de promos, de ventes entre particuliers sur les petites annonces. Procédez aussi à des échanges et bouturez vos fruitiers à volonté. D'ici un petit mois, on commencera même à prélever les greffons de printemps. Pensez-y avant de prendre des boutures. On va ainsi pouvoir planter, comme je disais, des tonnes de fruitiers à racines nues ou en pot, comme l'abricotier, le groseillier à maquereau, les framboisiers, noisetiers, pruniers, poiriers, pommiers, cerisiers, pêchers. Pour rester dans les plus classiques, mais de façon générale, c'est quasi tous les arbres qu'on plante maintenant pour une meilleure reprise au printemps. Mais il y a aussi les arbres de plein vent, qui deviennent grands dans les champs ou dans les haies. On peut planter aussi des arbres palissés, en U, palmettes, double palmettes, etc., qui sont du plus bel effet au potager. On peut s'en servir aussi comme brise-vent ou brise-vue, de façon légère. Des vidéos arrivent à ce sujet. Mais pour ceux qui le savent déjà faire, c'est le bon moment pour tailler les arbres à pépins, comme les pommiers, poiriers ou cognaciers. La vigne aussi. Avec les arbres vergers, on va aussi supprimer les rameaux malades et les fruits momifiés. Élaguer gentiment de partout, on va apporter de l'engrais aux arbres fruitiers si cela n'a pas déjà été fait en novembre. J'affectionne particulièrement le sang séché et la corne broyée torréfiée. Un mélange de jus de lombricompost et un tas de broyat au pied. Tout autour comme à la plantation. Vous pouvez d'ailleurs le voir là sur l'une de mes dernières vidéos, sur comment planter au mieux un arbre. J'utilise déjà ces techniques-là. On va brosser les troncs et les branches charpentières pour les assainir. Pourquoi pas choler les troncs au blanc arboricole, ou appliquer un traitement à base d'huile blanche sur les troncs et les branches pour les protéger et débusquer les champignons ou les larves de parasites installés sous les écorces. Dans le sud, on est en pleine récolte de clémentines, de citrons, d'oranges ou de kiwis, alors profitez-en pour faire le plein de vitamines. Si comme moi vous avez un effet du Japon, c'est le bon moment pour lui apporter pourquoi pas du guano ou vinasse de betterave, vu qu'il est en pleine fructification. Ce sont certes des apports extérieurs, mais même en faible quantité, cela les aide grandement. On peut substituer avec des ressources locales ce genre d'engrais, bien sûr, mais j'imagine qu'en déposer rien qu'un petit peu de temps en temps, ça ne fait pas de mal, surtout si on a peu d'arbres. Avec un paquet, on peut faire longtemps. Par exemple, moi j'ai mon paquet de cornes broyées de sang séché que j'ai payé 15 €, j'ai depuis 3 ans. J'en mets par-ci par-là, petite dose, j'en utilise peu, et avec parcimonie, additionné à des engrais ou des amendements locaux. Ça le fait, franchement c'est pas mal. On parlait de bouture il y a quelques secondes, alors n'hésitez pas, bouturez les cassissiers, les groseilliers à maquereau, les framboisiers, les myrtillers en recyclant les restes de taille, marcoter les kiwis en période de gel, transplanter les rojets de jujubier, si vous en avez un. Bon, continuons de planter, plus qu'au potager, plein de fruits, à tour de bras, plantez les arbustes à fruits rouges, plantez la vigne, toutes les vignes, et même directement, mettez en terre les petites tailles, elles vont raciner, récoltez les dernières pommes et poires, les kakis, récoltez les arbouses, récoltez les kiwis, comme je l'ai dit, et les avocats, et les agrumes dans le sud. C'est le moment. Taillez les arbres à pépins s'ils ne gèlent pas, comme on vient de le dire. De façon simple, il suffit de tailler les jeunes branches là de pommiers et de poiriers qui sont réduites au tiers de leur longueur pour former une belle charpente et des rameaux secondaires. Procédez de même pour les sujets palissés en espalier. Taillez les arbres, oui, mais aussi le figuier, et faites des boutures qui prendront à coup sûr, mais pas que. Taillez aussi les cassissiers récemment plantés en rabattant les rameaux les plus vigoureux à 15 cm du sol, au-dessus d'un œil tourné vers l'extérieur. Taillez les framboisiers à 25 cm du sol afin de favoriser le développement racinaire et de renforcer les plantes. Éliminez aussi les branches, les cannes sèches qui ont déjà produit. Taillez les jeunes rameaux de groseilliers à la moitié de leur longueur, ceci va grandement les aider. Retirez les rojets des noisetiers au pied. Nettoyez les branches mortes du noyer tombées pendant les vents et les pluies.
mettez à stratifier les grosses graines de vos arbres pour qu'ils profitent du froid pendant l'hiver. Enfin voilà, une bonne petite liste de tâches à faire pour s'occuper et améliorer la vie au jardin. Pour les fleurs, pensez à protéger les pieds des rosiers avec des feuilles ou du broyat. Eux, on ne les taille pas encore, c'est en fin d'hiver qu'on fera ça. On se contentera ce mois-ci, dans cette période, juste d'enlever quelques branches mortes et nettoyer les ramures. Vous pouvez encore planter des bulbes à floraison printanière, c'est pas trop tard. Il y a des grosses promos d'ailleurs en ce moment. J'ai pu trouver des sacs de 50 bulbes variés dès 2 €. Ça vaut le coup. Faites le tour des boutiques, des pépinières et jardineries, et regardez un peu au niveau des stockages et promotions. Parfois ça vaut le détour pour ne pas investir beaucoup. Au jardin d'ornement toujours, bouturez la bignonne, les clématites et les vignes vierges par exemple. Un bout de 15 cm enfoncé dans la terre, comme je disais, et hop, il se formera des racines et un jeune plant repiqué au printemps, totalement gratuit. De nombreux arbustes d'ornement, comme le buddleia, la corette du Japon, le cornouiller, le coténaster, la cytise, le dotzia, le forsythia, le syringa, le sureau, la spirée, la troème, etc. Même le saule, le peuplier, l'érable et le platane fonctionnent aussi bien en bouture dès maintenant. Multipliez gratuitement vos variétés, ou celles de vos connaissances, de proches et d'amis. Là c'est carrément gratuit, donc il ne faut pas se priver de demander chez les voisins, et d'échanger des boutures avec plein de monde. Un peu comme à l'image de cette fête qui arrive, Noël, où on donne voire même on échange des présents. Là c'est pareil, j'ai des variétés chez moi que plusieurs de mes amis ou voisins n'ont pas. On s'échange des boutures, c'est génial et puis c'est gratuit. Parfois même mieux qu'une boîte de chocolat, ou au pire, allez, pour l'accompagner. Pour le bassin, rien de différent du mois dernier. Pour les ruches, on va aller vérifier les réserves de nourriture pour les abeilles. Contre le varroa, on peut aussi également faire un petit traitement d'acide oxalique, bien que je ne le préconise pas car il est nuisible pour la santé des rennes mais aussi des hommes. Par contre, il est redoutable contre ce vilain parasite et il offrira une bonne santé à la saison prochaine à la ruche. Mais bon, c'est un choix à faire. Si on doit déposer de la nourriture car la ruche est trop légère, faites-le sous la grappe. Vérifiez aussi l'étanchéité de vos ruches car il pleut en ce moment. Qu'il n'y ait pas de traces de moisissure, puis comme indiqué le mois dernier, par temps clair, par plus de 15 degrés, pas de vent de préférence et en après-midi pour éviter de déstabiliser les abeilles et les risques d'accident par des attaques. Quant à moi, je vous souhaite bon courage pour ces travaux et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai très certainement oublié des tonnes de choses qu'on peut encore faire, mais déjà dans l'idée ça donne quelques heures de travail. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.